Au terme d'un dernier match au scénario incroyable, l'Argentine de Lionel Messi décroche une 3e étoile aux dépens de la France lors de la séance des tirs au but. Analyse d'un succès retentissant. Attendu au tournant par le monde entier, le Qatar a réussi sa Coupe du Monde, une finale en apothéose, un record de buts, du monde dans les stades et quelques surprises rafraîchissantes. Bravo aux organisateurs. 2 équipes africaines sur 5 ont franchi le premier tour, le Maroc s'est arrêté au pied du podium. Que faut-il retenir du mondial de nos représentants? Les réponses dans l'hebdo du mondial. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier hebdo du Mondial 2022. C'est l'heure du bilan pour les équipes africaines, mais c'est aussi l'heure de saluer le champion argentin qui décroche une 3e étoile. On va parler de ce sacre qui fera date avec vous, Mathieu Nicolas. Bonjour. Bonjour David. Alors c'est vrai qu'on a vécu une superbe finale avec un scénario incroyable. C'était une finale où on a vraiment retenu notre souffle, qui a vraiment bien commencé avec l'Argentine qui a vite endormi la France qui était vraiment apathique à la fin d'un match. Puis ensuite le réveil et puis enfin une séance de tir au but haletante et la victoire de l'Argentine. Comme on dit, une finale irrespirable. On va dérouler, expliquer un petit peu ce qui s'est passé lors de ce dernier match de cette édition de la 22e Coupe du Monde. Mais avant cela, on va prendre la direction du Qatar avec Lassana Camara, notre envoyé spécial. Il était à Louzhaï pour la finale, direction Qatar. C'était écrit, c'est la meilleure des finales, une finale d'anthologie, une finale extraordinaire. On a vu 6 buts dans ce match-là, un triplé de Kylian Mbappé, un doublé de Mbappé et un but de Di Maria. C'est la meilleure des finales. Quel suspense. Mais au bout du compte, Lionel Messi ajoute une ligne à son palmarès. L'Argentine de Messi est champion du monde. Messi, meilleur joueur de cette 22e Coupe du Monde. Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Quelle finale! Nous sommes des privilégiés. On a eu la chance de couvrir cette Coupe du Monde-là. Et cette finale, c'est de l'apothéose. Cette finale, c'est le football. Cette finale n'était pas faite pour les cardiaques. On a eu toutes les émotions du monde dans cette finale qui va rentrer, qui va rester dans les annales. Lionel Messi, enfin, sacré. Mais Kylian Mbappé, quel homme, quel joueur. Mbappé plante les 2 cordes dans le lendemain qui va chanter pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 8 buts. Cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde du jeu, la Coupe du Monde du football, la Coupe du Monde de l'avenir pour le football africain. On a eu le Maroc qui a terminé 4e de cette Coupe du Monde, première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales. 8 victoires africaines dans cette Coupe du Monde-là. On peut rentrer maintenant à Paris, à Dakar, à Nouakchott, à Buenos Aires. On a assisté à une finale d'anthologie. Et oui, une finale d'anthologie, un petit peu pris par ses émotions. Lassana Camara, qu'on salue bien. Il a même confondu Di Maria et Messi. C'était bien un doublé de Lionel Messi. Lionel Messi, justement, quel destin! C'était le trophée qui lui manquait. Il a tout gagné. C'est un vrai film Netflix. Messi qui a tout gagné, énormément de titres, 7 ballons d'or, la Ligue des Champions 4 fois. Il avait même gagné les JO avec l'Argentine. Et là, enfin, on est heureux pour ce joueur qui voulait tant cette coupe, ce trophée. Et il y a eu la Copa América l'an dernier. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu, il n'avait pas super bien démarré quand ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Et puis après, il y a eu cette montée en puissance de lui et de toute l'équipe. Oui, il y a aussi eu un changement tactique avec notamment les titularisations d'Enzo Fernandez et de Julián Álvarez qui ont tout changé, qui n'étaient de base pas du tout sur la feuille de match. Et au final, ils ont changé. Ils ont fait un très grand match et Lionel Messi, qui à l'issue de la finale a précisé qu'il ne prenait pas encore sa retraite internationale. Un autre extraterrestre, Kylian Mbappé, le Français forcément déçu. Il a inscrit un triplé. Alors déjà en Coupe du Monde, c'est très très rare. Il a inscrit un triplé, mais il n'a pas remporté cette compétition. C'est incroyable. C'est incroyable, mais je pense qu'il sortira encore plus grandi après ce match incroyable qui n'avait aucun sens hier. Je pense que il ne pouvait rien faire de plus. Il ne pouvait rien faire de plus et surtout, je pense que tout le monde avait donné le plus d'efforts possible. Et là,
3 buts, non, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'était le maximum. En tout cas, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il termine meilleur buteur de cette compétition avec 8 buts. Je crois que c'est l'équivalent de ce qu'a fait Ronaldo, le Brésilien. Il y avait un seul joueur qui avait inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde. C'était l'Anglais Geoff Hurst en 1966. Comment expliquer ces 80 premières minutes de la France complètement apathique? Peut-être que c'était ce virus dont on parlait beaucoup, qui a peut-être fatigué les joueurs. C'est peut-être aussi l'Argentine qui a vraiment montré qu'ils avaient pris le mot final à bras-le-corps et qu'ils voulaient vraiment ramener cette coupe à Buenos Aires, à la maison, à la maison de Buenos Aires. Et ouais, les Français qui ont pris énormément de temps. Je crois que les Français ont tiré pour la première fois au but, ont tiré au cadre pour la première fois en deuxième mi-temps. Donc ils ont pris un peu de temps. Et au final, il a fallu que 2 minutes pour Kylian Mbappé pour revenir. Et c'est vrai qu'on est passé par beaucoup de sentiments en regardant ce match, qu'on soit pour la France ou pour l'Argentine. Vous l'avez vécu comment? Ah bah moi forcément j'étais pour l'équipe de France. Et c'était au début je me disais bon bah les Argentins sont au-dessus. Et puis il y a eu la fougue Mbappé. J'y ai cru jusqu'au dernier moment. Et puis au final bon. Quand même content pour Messi qui la mérite. Oui, l'Argentine qui décroche donc une 3e étoile après 1978 et 1986 et Lionel Messi un petit peu plus dans la légende aux côtés du grand Diego Maradona. On va retracer le parcours des Argentins et c'est vrai Mathieu, ça n'avait pas très bien démarré qu'une défaite contre l'Arabie Saoudite. Premier match, c'était la surprise. C'était une énorme surprise. On avait découvert un peu l'équipe d'Hervé Renard, on avait beaucoup aimé, on avait vu les images après du discours à la mi-temps. Mais ils ont su se réveiller sur le deuxième match. Après, il y a eu le Mexique, avec Messi qui débloque la situation. Et on a le sentiment que c'est un peu là que ça a démarré pour eux. Oui, c'est là. Et puis, comme je disais, c'est là que Enzo Fernandez met un super beau but. C'est là que Julián Alvarez commence à jouer également. Donc, ça a été vraiment le point de départ de cette épopée incroyable de l'Argentine. Après, ils ont battu la Pologne, c'est ça? C'est ça. C'était un match pareil, encore un match où il a suffi… on a eu besoin d'un éclair de génie de Messi. Puis au final, c'était pas non plus des gros adversaires, la Pologne, l'Argentine ou l'Arabie Saoudite, mais il fallait le faire quand même. Ouais, et après, il y a eu un match un petit peu étriqué contre les Pays-Bas en 8e, puis c'était très chaud. La Croatie, une victoire très nette, et puis ensuite donc l'équipe de France. Voilà pour le parcours de l'Argentine qui est donc vainqueur de cette 22e édition de la Coupe du Monde. Mon cher Mathieu, on va passer au Qatar qui était attendu au tournant et c'est vrai, on doit l'avouer, ils ont réussi leur Coupe du Monde, les Qataris tout simplement. Et oui, ils ont montré qu'on pouvait organiser une Coupe du Monde dans un si petit pays, dans un pays qui avait tant de controverses. Ils ont quand même réussi. Il y a eu énormément de matchs incroyables. On pense à celui du Cameroun par exemple contre la Serbie. On pense aussi à l'Angleterre contre l'Iran. Très beaux matchs. Ouais, beaucoup de cartons, même l'Espagne qui a battu 7-0 le Costa Rica. Il y a eu des beaux matchs. Sensation avec le Maroc. Sensation avec le Maroc et puis en plus dans des beaux stades. Donc c'était une belle Coupe du Monde. Et puis Mathieu, pour couronner le tout, une édition record, 172 buts, c'est du jamais vu en Coupe du Monde. C'est mieux qu'en 98 et en 2014, donc c'est fantastique. On a hâte de voir la compilation de tous les buts inscrits, ça va être génial. Notre invité a vécu ce mondial 2022 au plus près, directeur technique national de l'Arabie Saoudite qui, je vous le rappelle, a battu l'Argentine en poule. Il nous fait l'honneur d'être avec nous quelques instants. Bonjour Nasser Larguet. Bonjour David, un plaisir d'être avec vous sur cet échange. Plaisir partagé Nasser. Vous étiez à Doha pendant ce mois de Coupe du Monde. Comment vous avez vécu ce tournoi ? C'était un tournoi aussi studieux parce que j'ai obtenu, grâce à la fédération, la possibilité d'avoir tous nos techniciens des équipes nationales, qu'elles soient de beach soccer, de futsal et aussi des équipes nationales de jeunes, d'être présents pour faire un travail d'évaluation de la Coupe du Monde, de la valeur des différents continents. On est en train de travailler sur des conclusions pour voir où est-ce qu'on en est avec l'Arabie Saoudite, comment sont les différentes sélections, les différents pays, quel gap il y a et les orientations de travail. Mais ça a été une belle Coupe du Monde vécue par nous tous techniciens. Vous étiez à la finale, chanceux que vous êtes. C'était un match assez incroyable. Certains disent même que c'était une des plus belles finales de tous les temps. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Oui, elle a été très enlevée. C'est vrai qu'on a vécu une, euh, une finale avec un final extraordinaire, puisque quand on a vu que la première mi-temps était vraiment maîtrisée de bout en bout par les Argentins, on se demandait comment la France pouvait remonter le score de 2-0 de la mi-temps. Et puis, il y a eu ce fameux quart d'heure où ça a été exceptionnel avec un extraterrestre comme Kylian Mbappé qui remet son équipe je dirais, sur les rails. Et puis aller jusqu'au penalty. C'est vrai que pour tout spectateur, tout amoureux du foot, c'est vraiment une finale de grande qualité pour le téléspectateur et pour les techniciens aussi. Alors vous avez parlé d'un extraterrestre, Kylian Mbappé, il y en a un autre qui a gagné, lui, sa première Coupe du Monde, c'est Lionel Messi, 7 ballons d'or, on le rappelle, il entre encore un petit peu plus dans l'histoire. Oui, et puis bon, on a eu la chance de jouer contre eux le premier match avec l'équipe nationale A dirigée par Hervé Renard, où je n'ai pas vu une grande équipe argentine qui m'a beaucoup surprise par son manque je dirais, d'agressivité, qui est une de ses qualités, par sa maîtrise technique. Et donc après, on a vu que ce Messi, à partir du deuxième match, a pris des choses en main comme un vrai leader, un vrai capitaine, quelqu'un qui savait très bien que c'était peut-être sa dernière Coupe du Monde. Il fallait qu'il réalise quelque chose d'exceptionnel. Et après, l'équipe est montée grâce à lui, crescendo dans cette compétition. Et c'est vrai que c'est lui aussi est un joueur exceptionnel. On avait deux extraterrestres sur le terrain. Alors Nasser, vous êtes l'ancien directeur technique national du Maroc, donc forcément vous avez un œil sur le parcours des sélections africaines. Qu'est-ce qu'on peut en dire globalement? Est-ce que vous êtes satisfait, peu satisfait? Vous trouvez que le parcours a été encourageant? Je pense qu'il est encourageant. Et bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup suivi. J'ai vu qu'un seul match de la Tunisie, un match du Ghana. J'ai pas vu de match du Cameroun. J'ai vu pratiquement tous les matchs du Maroc et puis le Sénégal. C'est vrai que le football africain est en train de beaucoup progresser. On a vu ce qu'a pu faire le Sénégal et surtout, bien sûr, le Maroc, euh, qui, euh, qui a montré un très beau football, un football à la fois agréable à voir et en même temps avec pas mal d'efficacité. Donc il faut compter sur l'Afrique dans les années à venir parce que je pense que l'équipe commence à être vraiment décomplexée avec des joueurs de très haut niveau qui jouent quand même dans des clubs majeurs, notamment en Europe. Et même ceux qui jouent localement réalisent de très belles performances dans les coupes africaines de clubs. Vraiment très, très agréablement surpris par la fraîcheur et puis par la qualité des équipes africaines. En tant que fondateur de l'Académie Mohamed VI, dont on a beaucoup parlé pour expliquer le succès des Lions dans cette compétition, on rappelle que le Maroc a atteint les demi-finales. En tant que fondateur de cette académie, est-ce que vous diriez que c'est un exemple à suivre pour les autres pays africains? Je pense, bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres pays africains qui s'étaient initiés aux académies. On le sait avec le Sénégal, avec Diambars, avec Génération Foot, etc. Donc, il y a eu un travail. Et c'est vrai que le modèle que l'on a, que l'on a produit au Maroc, c'est un modèle qui se rapproche de celui des centres de formation en Europe, avec vraiment un accompagnement total du joueur. Il n'est pas que footballistique, il est certes essentiellement footballistique, mais il est aussi scolaire, éducatif, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui performent. Il y avait 4 joueurs de l'académie, et puis ce qui était formidable, c'est qu'on avait un joueur par ligne, un gardien de but, un défenseur, un milieu et un attaquant, qui pour moi, dont 3 étaient titulaires. Le gardien de but était le troisième gardien. C'est vrai que c'est un modèle qui peut être dupliqué à la fois déjà au Maroc et aussi dans les pays africains. Est-ce que vous vous attendiez à un tel parcours de la part des hommes de Walid Regragui? On rappelle que Walid Regragui est arrivé fin août pour remplacer Vahid Halilhodžić et finalement presque tout lui a réussi dans cette compétition. Est-ce que vous, qui connaissez parfaitement la tanière, est-ce que vous vous y attendiez? Franchement, je m'attendais à ce qu'il sorte du premier tour parce que quand j'ai vu le groupe et quand j'ai mis dans la balance la qualité des joueurs marocains et puis les joueurs notamment belges, croates ou même et canadiens. On n'avait pas grand-chose à envier aux autres nations, puisqu'on avait Ziyech qui est à Chelsea, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il y a
Il y a quand même un garçon comme Hakimi qui est au Paris Saint-Germain, Mazraoui qui est aujourd'hui au Bayern de Munich, à Séville, le gardien de but Bono et l'attaquant Youssef El-Nassiri. Euh, je pense, honnêtement, j'étais assez confiant qu'ils passent le premier tour, pas forcément premier. Puis quand ils ont pris la première place, je me suis dit que cette équipe-là pouvait encore passer 2 tours. Elle en a passé 3 et c'est vrai que c'était pour moi, pour arriver jusqu'en demi-finale, c'était une belle petite surprise. Merci beaucoup Nasser Larguet pour cet échange. On rappelle que vous êtes DTN de l'Arabie Saoudite, directeur technique national, en compagnie d'Hervé Renard. Vous avez été DTN du Maroc, entraîneur de l'Olympique de Marseille et un grand formateur reconnu par tous. Merci beaucoup. C'est l'heure de faire le bilan des 5 équipes africaines à cette 22e édition de la Coupe du Monde. Et pour cela, j'accueille Bruno Aoyo. Bonjour Bruno. Bonjour David, ravi d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du parcours global, d'abord, une analyse globale du parcours des Africains dans cette compétition? On rappelle qu'en 2018, personne n'était sorti des poules. En fait, le Maroc, entre guillemets, rassemble tout ce qu'on veut. En fait, ils sont allés en demi-finale, historique. Bravo à eux, c'est exceptionnel avec un beau parcours. Alors certains comparent à la Grèce de 2004. En fait, non. C'est une équipe qui a su défendre en avançant en bloc médian, comme on dit, c'est-à-dire assez positionné haut sur le terrain, mais pas en mode jaillir pour attaquer, avec de brillants joueurs, Asdi Nounahi, qui est vraiment qui ressemble beaucoup à Iniesta, je trouve, sa qualité dans l'orientation. Voilà. Alors au-delà des joueurs, pour l'instant, sur la performance globale, atteindre les demi-finales, c'est quand même pas rien. Pour une sélection africaine, c'est la première fois que ça arrive. C'est largement mérité, parce qu'en plus, il fallait se farcir. Ils ont éliminé sur leur chemin la Belgique, l'Espagne, le Portugal. En huitième, je ne sais plus qu'ils ont. Espagne en huitième. Espagne en huitième, Portugal en demi, et ils sont éliminés par la l'équipe de France. Ils ont fait un parcours exceptionnel. Après un très bon match d'ailleurs contre l'équipe de France. Un très bon match. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Sénégal? Alors, on rappelle que les Lions de la Teranga, champions d'Afrique, sont venus sans Sadio Mané. Est-ce que finalement, sans Sadio Mané, c'était difficile d'aller plus loin que les huitièmes pour cette équipe? Oui, parce qu'en fait, une grosse partie de l'animation offensive du Sénégal reposait sur Sadio Mané, forcément. En plus, ce n'est pas n'importe quel joueur, c'est un des meilleurs joueurs du monde, certainement un des 5 meilleurs joueurs du monde. Donc ça a été très difficile pour le Sénégal. Très honnêtement, ils ont fait un parcours plus qu'honorable. C'est la deuxième fois après 2002 qu'ils passent les poules. Et en plus, ils ont eu l'Angleterre qui les a bien pris sur leurs défauts, sur la gestion de la profondeur, sur leur qualité à construire. Et malheureusement, Aliou Cissé a sorti Iliman Ndiaye très tôt dans ce match, ce qui ne les a pas aidés. Ils ont essayé, c'est une jeune équipe qu'on demandera à revoir et qui va vaillamment défendre son titre à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Ghana qu'on attendait dans le dernier match de poule face à l'Uruguay, il y avait de la revanche dans l'air. Malheureusement, notre ami André Ayou a loupé son penalty, ce qui a un petit peu donné le ton du match, et le Ghana ne passe pas le premier tour. Je pense que le parcours des Black Stars, c'est un énorme gâchis. Je pense que cette équipe avait un énorme potentiel, mais très bien, Otto Addo a qualifié cette équipe en mars 2022 pour la Coupe du Monde, mais il n'a pas pu s'en occuper, puisque correctement, en tout cas à mon goût, puisqu'il était au Borussia Dortmund où il entraîne une équipe de jeunes. Donc ça a été compliqué, c'est vraiment triste et c'est dommage, parce qu'en fait cette équipe n'a jamais trouvé son rythme. Alors très bien, ils ont battu la Corée du Sud, mais c'était compliqué tactiquement, ils ne se sont jamais trouvés. C'est un énorme gâchis et c'est ma plus grosse déception de la Coupe du Monde, toute équipe confondue, même hors de notre cher continent africain. Il y avait le Cameroun aussi qui représentait le continent, le Cameroun qui était placé dans un groupe très difficile avec notamment le Brésil, la Suisse et la Serbie. Alors il y a eu cette victoire de prestige contre le Brésil, mais pas de deuxième tour non plus. Oui, alors le Cameroun malheureusement a déjoué au premier match. Je pense qu'ils ont eu du mal tactiquement à se trouver. Je pense qu'il y a eu un gros problème sur l'animation défensive, comment se replacer en perte de balle, et c'est ce qui les a eu contre la Suisse. Ils ont vraiment raté leur match contre la Suisse. Contre la Serbie, ils se reprennent, mais c'était trop tard, il fallait battre la Serbie. Donc malheureusement, je pense qu'il faudra que Samuel Eto'o, qui vraiment prend de son temps, président bénévole de la Fédération camerounaise de foot, fasse un travail pour trouver
comment soit aider Rigobert Song, soit reconstruire un staff, parce qu'il faut vraiment… Cette équipe du Cameroun a du potentiel. Ils ne sont pas allés en demi-finale de leur Coupe d'Afrique des Nations juste parce qu'ils organisaient. Ils ont un vrai potentiel. À l'avenir, ils peuvent être une équipe qui peut faire aussi quart au moins de Coupe du Monde. Donc il faudra regarder ça de près au Cameroun. Il y avait les choix aussi. Hein. On s'est longtemps demandé pourquoi Vincent Aboubakar ne démarrait pas les matchs quand on voit la forme qu'il a affichée. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il a choisi une autre animation avec Choupo-Moting. Bon, ce sont des choix. Rigobert Song a fait ses choix. On ne peut pas lui reprocher. Il a fait un choix très fort en écartant André Onana du groupe après un désaccord tactique. Et finalement, Davis Epassi a été hyper performant. Donc, sur ses choix, sur son management, on peut dire qu'il est bon. Après, je pense que c'est un entraîneur qui manque d'expérience et il faut l'accompagner. Voilà. Samuel Eto'o, c'est son frère. Ils se connaissent depuis toujours. Je pense que le Cameroun a un coup à jouer s'il continue dans cette dynamique de travail de fond au sein du football camerounais. Un mot sur la Tunisie maintenant, Bruno, qui était dans le groupe D, celui de la France. La Tunisie, dont on n'attendait pas grand-chose, qui a battu le champion du monde 2018 lors du dernier match de poule. Mais on a le sentiment que, même s'ils avaient fait un très très bon premier match, ils nous ont un petit peu déçus sur le deuxième face à l'Australie. Quelle déception, hein. Pourtant il y avait quelques joueurs de qualité. Aïssa Laïdouni, le joueur de Ferencváros, qui était très bon dans sa qualité à récupérer, à vite donner la balle, il gagnait énormément de duels. Elias Kiri aussi, qui l'accompagnait, l'ancien Montpellierin au milieu de terrain. Ils ont essayé. Après, je pense que c'est une équipe qui n'a pas le réservoir des 4 autres équipes. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je pense, après, j'ai vraiment en travers de la gorge ce match contre l'Australie où ils ont tellement allongé. Ils n'ont pas réussi à dessiner de circuit de passe. Alors qu'ils nous avaient donné un petit peu envie avec le premier match contre le Danemark. Ils avaient montré des choses. Voilà, donc c'est une équipe qui manque de créativité malheureusement. Et si vous n'avez pas de la créativité dans ce genre de compétition, c'est compliqué de passer les tours. Ils ont la satisfaction certaine d'avoir battu l'équipe de France, ce qui n'est pas… d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément une fin en soi. Ce qui est déjà pas mal. À la fin des 90 minutes, c'est la seule équipe qui a battu l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, il faut le souligner. C'est à signaler vos top flops maintenant, mon cher Bruno, votre coup de cœur et votre coup de couteau, votre coup de pas bien, coup de moins bien. Mon coup de canif. Coup de canif, ça c'est mieux qu'un coup de couteau. Eh bien, écoutez, le Maroc, forcément, franchement, ils ont été admirables. Quand on dit patriotisme, c'est ça. C'est-à-dire que l'entraîneur leur a dit, écoutez, on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer les choses. Vous allez défendre comme il le faut, avec cœur. Vous allez respecter si vous respectez mes consignes, on ira loin. Et ce qu'ils ont fait à l'Espagne et au Portugal, c'est extraordinaire. Je pense qu'en termes de déploiement de performances collectives, je pense que c'est des matchs à montrer dans les écoles d'entraîneurs parce que c'est exceptionnel. Les matchs que Unai ont fait, Romain Saïs, Naïef Aguerd, les pauvres, ils l'ont payé physiquement. Sofiane Amrabat. Voilà. El Yami, Sofiane Amrabat, évidemment, qui lui, je pense, ne va pas rester très longtemps à la Viola à Florence. À la Fiorentina. Donc je pense que voilà, c'est une équipe, comme ils le disent, ils peuvent très bien aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus gagné la Coupe d'Afrique depuis presque 50 ans. Ils peuvent être très fiers de leur parcours et franchement, ils ont eu un parcours brillant. Alors qu'est-ce qui vous a pas plu? Vous avez évoqué le Ghana tout à l'heure, c'est votre grande déception du tournoi? Oui, en regardant, on n'a jamais su très bien ce qu'Otto Addo voulait faire avec son équipe. Il a aligné des joueurs à des postes à des postes qu'il ne maîtrisait pas. Ça a été décousu. Le match contre l'Uruguay est une énorme déception puisque ce n'est pas la meilleure équipe du Uruguay de l'histoire. C'est décevant et grosse déception sur Iñaki Williams qui a déjoué complètement sa Coupe du Monde. C'est dommage. Pour finir, Bruno, est-ce qu'il faut être optimiste pour l'Afrique? On rappelle, en 2018, personne n'avait sorti le premier tour et en 2022, eh bien, le Maroc a atteint les demi-finales, même si les Lions de l'Atlas ont échoué au pied du podium. C'est sûr, puisque déjà, on va enfin pouvoir arriver à un peu d'équité avec cette Coupe du Monde 2026 sur le continent nord-américain où on aura 9 représentants, plus un éventuellement sur les barrages. Et là, on va pouvoir avoir plus de chances de passer des tours parce que les matchs coup près, il faut pouvoir les disputer. Vous n'avez que 5 équipes. On a perdu en route dans les éliminatoires des équipes comme le Nigeria, comme l'Algérie qui attendaient cette Coupe du Monde au Moyen-Orient de pied ferme. Là, on va pouvoir avoir un peu d'équité et je pense que le parcours du Maroc, ce que le Cameroun a réussi à faire contre le Brésil, ce que la Tunisie a réussi à faire contre la France, va donner beaucoup de courage au continent. Et je pense que vraiment, là, pour la première fois dans l'histoire du foot,
africain, je pense qu'on a vraiment passé plusieurs caps pour dire la prochaine, dans 2-3 éditions, on est capable de la gagner. Et ça, c'est un vrai cap de passer, c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup Bruno Aoyo pour vos lumières et c'est vrai qu'en 2026, la prochaine édition de la Coupe du Monde, il y aura au minimum 9 pays africains et puis cette fois-là, on essaiera de monter sur le podium. Merci Bruno et merci à Mathieu Nicolas aussi, merci à Nasser Larguet aussi d'avoir été notre invité. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures.